Bonjour, mon nom est Cynthia Sheehan. Je suis professionnelle au ministère de l'Enseignement supérieur, à l'équipe de la direction de l'enseignement universitaire. Bienvenue dans cette mini-conférence numéro 2 sur l'évaluation. Donc, je vous présente Madame France Lafleur, qui est titulaire d'un doctorat en formation à distance de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire d'excellence en enseignement de la FAD de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Professeure régulière au sein du département des sciences de l'éducation de l'UQTR, elle est spécialiste de la formation à distance et de la formation en ligne par webconférence. Ses travaux de recherche se concentrent notamment sur le développement de la compétence pédago-numérique des formateurs, des formatrices et formateurs, tant en enseignement supérieur qu'en enseignement primaire et secondaire. Outre la formation à distance en contexte universitaire, collégial et organisationnel, elle s'intéresse aux questions pédago-numériques relatives à la gestion de l'éducation et de la formation dans les campus virtuels, à la qualité de l'enseignement dans les environnements numériques et à l'enseignement comodal, synchrone et aux pédagogies émergentes. Alors, Madame Lafleur m'a demandé de vous dire qu'elle est rendue à sa 5e conférence en 5 jours. Elle a été à l'ACFAS la semaine passée. Elle a présenté au Bar des sciences de Radio-Canada. Elle a fait beaucoup de choses. Donc, on est un petit peu survoltés. Donc, on va essayer ensemble de co-créer, de discuter sur l'évaluation. Je suis sûre qu'il y a plusieurs questions qui se posent, mais on va faire ça un peu, je disais à Mme Lafleur qu'on est dans une salle aimante. Hein? On veut trouver des solutions puis réfléchir ensemble. Donc, je laisse la parole à notre estimée conférencière. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, Madame la ministre, mes distingués invités. Alors, distingués invités qui sont en ligne également. Je salue tous les internautes qui ont pris le soin de se connecter à la plateforme. Ils sont très nombreux. Très nombreuses. Alors, on ne vous oublie pas. Je sais que vous êtes très actifs et probablement très polyvalents et que vous êtes en train de faire 2-3 choses en même temps. Donc, merci à tous ceux qui sont en ligne sur la webconférence Zoom et merci chaleureusement à tous ceux qui sont venus ici en présence aujourd'hui. Ça va pour le son? D'accord. Merci beaucoup. Alors, chère Cynthia, quand j'ai fait la préparation, il s'est adonné que j'ai fait des pratiques. On fait des pratiques occasionnellement quand on est enseignant et j'en avais pour 1h30. Donc, là, je vais me faire chicaner parce qu'elle me dit « Oh, non, 35 minutes. » Alors là, je sens que la voix manque. Est-ce que ça peut se régulariser, s'il vous plaît? Parce que je vois qu'il y a un manque de son. Alors, nos internautes nous entendent bien également? Très important, on ne les oublie pas. Donc, à travers la province, à travers le pays, à travers différents fuseaux horaires, alors nous sommes unis par le numérique. Alors, vive le numérique. Alors, je me lance un peu en me disant que je serais obligée passablement de passer certaines sections. Pas de stress. Ah, OK, phew. Non, mais c'est juste qu'on a quand même 90 minutes ensemble. Et moi, je considère que je suis très privilégiée d'avoir le micro aujourd'hui puis de pouvoir vous énoncer des choses, mais également toute l'importance de vous donner la parole. Également, les gens en ligne, à la maison, au travail, on ne vous oublie pas. Donc, il y aura une alternance à la fin pour tout ça. Mais effectivement, je n'ai pas le choix que de passer certaines sections parce que j'ai trop de choses à vous dire, j'en ai préparé trop. Mais quand même, on va plonger assez rapidement dans le sujet parce que sinon, je vais avoir un bon petit coup de coude à côté ici. Mais dites-vous que c'est pour mieux vous donner les renseignements. Donc, à la fin de la présentation et en ligne, mais majoritairement en ligne, on va déposer le diaporama complet. Tout ce que je prononce, les exemples, les paragraphes que j'aurai passés, là, on les aura tous dans le document écrit. Donc, même les personnes qui sont en ligne présentement vont tout recevoir. Tout, de façon très, très détaillée. Donc, effectivement, on ira de façon succincte pour la présentation. Alors, voilà. Je me dirige au début dans mes remerciements. Alors, je plonge, malgré tout, ça fait 3 fois que je l'ai dit. Alors, à toutes les personnes engagées aujourd'hui et demain dans la quête du meilleur devenir de l'humanité, puisse cette journée de réflexion du 15 mai 2023, et j'allais dire 2025, parsemer notre route commune des plus florissantes réussites dans notre alliance avec l'intelligence artificielle. Le monde change, il devient différent. La formation, elle aussi, devra changer. Mais si la distance augmente, l'humain devra rester prêt. Donc, citation de Villemur, devenir différent, rester prêt. Ouf, je sens déjà que vous savez de quoi je parle.
Donc, voilà. Maintenant, le titre, vous avez vu très rapidement que c'était vraiment repenser l'université du futur et par ricochet, la façon d'apprendre et d'évaluer. Mais veut pas, il y a, dans ce cas-ci, une distinction et en fait une précision. C'est-à-dire devoir vraiment repenser le quoi, le pourquoi et le comment apprendre et le quoi, le pourquoi et le comment évaluer et par essentiel, ricochet, repenser l'université du futur. Alors, ma posture aujourd'hui en est une d'accompagnement, de réflexion, d'échange et de partage. Vous aurez compris que je ne détiens pas la vérité. Je vous partage aujourd'hui plutôt ma vision 360. Pourquoi? Parce que ça fait 32 ans que je suis en pédagogie et dont les 20 dernières années en formation à distance et maintenant chercheuse. Donc, j'ai connu tous les postes. Direction d'école, enseignante, préscolaire, primaire, orthopédagogie, clientèle, tout ça. Mais maintenant, je suis du côté de la recherche. Mais ça fait que parfois, quand je me positionne, j'ai différentes lunettes avec différents angles. Voilà. C'est pour ça que vous allez comprendre au fur et à mesure les commentaires que j'y ajoute. On a vite été... je veux tellement me dépêcher que je pense que je vais me calmer. D'accord? Oui, Jonathan, on t'écoute? Ah. Oui, mesdames et messieurs, en ligne. Nous faisons le test. D'accord, il y avait un écho, je crois. Mais je ne suis pas certaine. Quand je parle comme ça, je ne suis pas certaine que la voix... Non. Alors, si vous me dites que c'est correct, on continue. Excellent, merci. Alors, je continue. Dans l'exercice de ce devoir, notre posture n'en est pas une de certitude, mais d'accompagnement à la réflexion, dans une optique d'ouverture, d'échange et de partage. Ce que je venais de nommer, très important. J'ouvre la porte aujourd'hui aux échanges après ma présentation. Alors, nos propositions et nos construits sont donc présentés dans une perspective de construction collective de cadre développemental de l'IA en enseignement supérieur au Québec. Alors, ceux qui souhaitent la prise de notes, je vous rappelle que je vous donne les documents complets de tout ce que je prononce aujourd'hui. Alors, c'est le fruit de mon équipe de recherche également, avec la chaire d'excellence. Je travaille avec une équipe de chercheurs, co-chercheurs, assistants, et c'est le fruit de notre travail. Donc, ce n'est pas que France Lafleur qui vous présente aujourd'hui tout ce contenu. Pourquoi? Mais je trouve ça important. Complémentarité d'expertise, complémentarité de connaissances, de compétences, c'est très, très important. Donc voilà, déjà, on allait avec les usages du numérique qu'on a entendus ce matin, ce qui va me permettre de passer rapidement au tableau avec les exemples qu'on voit, parce qu'on les a nommés. Monsieur Paul Hubert, professeur Nafi, on en a nommé des exemples concrets. Alors, je vais passer, ça va nous donner un plongeon. Par contre, je veux juste nommer la première colonne où est-ce qu'on parle des rôles. Le rôle que peut jouer l'IA en tant que tel, l'IA, c'est-à-dire le chat GPT, par exemple. Souvent, on va penser qu'il peut être un entraîneur, un guide, mais plus que ça, ce matin, on a entendu l'exemple de tuteur personnel, mais ça peut être aussi un co-designer ou un explorer, un motivateur ou encore un évaluateur dynamique. Oups, voilà, sujet qui nous intéresse. Grosso modo, une intelligence artificielle de plus en plus intelligente, bien sûr, on parle de l'amplitude de l'espace créatif. Alors, si je veux compléter mon propos, je vous dirais qu'en milieu universitaire, cette tempête est essentiellement soulevée par l'amplitude créative et de communication que vont effectivement occuper les prochaines générations de chatbots ou agents conversationnels mixtes, capables de manifester promptement aussi bien dans le versant expressif que dans le versant réceptif du langage. Ça peut sembler quelques détails, mais non, effectivement, il y a beaucoup de... Chacun de mes mots est pensé parce qu'il va nous amener à d'autres recherches et à d'autres avancements. Niveau recherche, on parle d'intégrité académique. On l'a traité le sujet souvent, je vais passer au mode réactif. Alors, avec un œil critique, le mode réactionnel que semblent avoir adopté les lieux de recherche et de haut savoir témoigne, à mon sens, du fait que la présence des technologies de l'IA est considérée irréversible, jugée inquiétante, et les attentes interventionnistes sont de nature réactionnelle, à mon avis, bien sûr, alors, et non de prévention ou de proactivité. C'est discutable. Et les colloques qui se multiplient à vitesse grand V à cet égard apparaissent surtout vouloir rassurer les uns les autres. Alors, il nous apparaît que les questions relatives aux apprentissages sont essentiellement concentrées dans la préconisation enthousiaste des opportunités pédago-numériques de l'IA et de ses instruments, d'où les questionnements suivants. J'ai 3 questions, entre autres. Quelles fonctions cognitives? Alors, peut-on définir ce que doivent être des fonctions cognitives à préserver, nourrir et enrichir pour faire en sorte que l'humain conserve sa conscience, son libre arbitre et son autodétermination? La deuxième question,
préservation ou non de l'autonomie intellectuelle? Peut-on prévoir de ce que doit être l'évaluation pour développer, mesurer et sanctionner les compétences humaines dans la préservation de son indépendance et de son autonomie intellectuelle à l'humain? Que de questions. Troisième, contrer ou non le bientôt indétectable? Alors, comment contrer les effets indétectables de plagiat et de tricherie liés aux générateurs de texte quand les productions des prochaines générations, j'ai bien dit les prochaines générations des chatbots, seront devenues indistinguables de celles de l'intelligence humaine? Parce qu'on avance à une vitesse folle. Vraiment, ça avance très, très rapidement. On en reparle tantôt. Alors, vous voyez que ces questionnements et ces inquiétudes sont généralisés et posent comme défi ceux de l'utilisation de l'éthique de l'IA. Ils touchent les plus hautes sphères politiques, les chercheurs et les plus engagés. Alors, la citation anglaise, évidemment, vous aurez compris l'histoire d'Hinton. Alors, toute l'importance quand on a une personnalité qui prend le temps de demander une pause, un arrêt. Alors, je l'ai mis dans la réflexion pour montrer toute l'importance qu'on y accorde à ce moment-ci. Alors, tout de suite, le futur des universités. En outre, la perception d'hypothétiques menaces pour l'humanité soulève des questions sur l'avenir des universités, notamment en ce qui concerne la priorité des hauts savoirs et de leurs retombées. La recherche est-elle un bien public, collectif ou communautaire? On pourra relancer sur ça tantôt. Et les modalités collaboratives de production et d'évaluation, peut-on préconiser un modèle de production et d'évaluation collaborative? Et que j'aimerais vous entendre sur ça tantôt, l'évaluation collaborative. Je vais passer un exercice que j'aurais aimé faire en télécollaboration avec les gens qui sont en ligne, mais le temps ne le permet pas, mais il sera dans le document si vous voulez le faire avec vos équipes. Si vous êtes chef d'équipe, gestionnaire, tout ça, il y a un exercice qui était proposé par le professeur Folco de l'Université de Saint-Paul d'Ottawa qui nous permettait de voir un peu le topo de notre équipe ou des gens qui nous entourent départemental. Est-ce qu'on est des gens qui sont plutôt techno-optimistes, régulationnistes, technocritiques ou techno-pessimistes? Alors, ça nous permet de prendre le pouls, de lancer les discussions, puis de voir comment nous voyons un peu ce qui se passe présentement et comment on veut bien y plonger en équipe. Donc, regard éthique, trop à dire. Trop à dire sur le regard éthique. Je vais passer les sections, mais je vais quand même prendre le temps de vous dire qu'il y a quand même deux grandes tendances. Une sur l'éthique normative et de la métaéthique qui appartiennent à la philosophie, qui s'intéresse au fondement de la morale. Et pour sa part, l'éthique appliquée, qui est un champ qui se partage des spécialistes de plusieurs disciplines. Alors, je ne vais pas dans le détail, mais quand même, je vais juste vous dire qu'en principe, l'éthique normative et la métaéthique, éthique fondamentale, ne transigent pas avec les valeurs adoptées, à discuter. Il arrive à l'éthique appliquée de mettre de côté des valeurs et des principes qui peuvent faire obstacle à la décision ou à sa mise en application. Alors maintenant, la vie capitale d'un éthicien. Je prends soin je prends le temps de vous montrer la citation de René Villemur, qui déjà en 2018, éthicien international, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, personne à découvrir, à visionner. Il y a quelques vidéos en ligne et tout ça, mais surtout, lorsqu'il est conférencier, il répond à de multiples questions. L'éthique et intelligence artificielle, que voulons-nous au juste? Alors, l'intelligence artificielle est, avec raison, un des sujets les plus discutés depuis quelques mois. Et là, on parle du 1er mai 2018. Alors, c'était déjà dans la vague de réflexion. Certains voient dans l'IA la solution à tous les problèmes, de tous nos problèmes, alors que d'autres y voient plutôt une menace à l'existence de l'humain. Les questions que son développement soulève sont fondamentales et ne sont assurément pas neutres sur le plan de l'éthique. Alors, parmi les questions, comment passerons-nous de la société matérielle à une société digitalisée? Quels seront les impacts de l'intelligence artificielle sur la société? Comment vivrons-nous? Qu'est-ce que la vie? Question simple, qu'est-ce que la vie? Alors, les tenants de la science affirment que l'on peut empêcher son développement et que de toute manière, la science est neutre. Ce qui, sans être faux, est inexact. Toujours selon Villemur. Alors, vous voyez, il y a une réflexion profonde qui s'est établie déjà depuis plusieurs années, mais on la poursuit. On la poursuit ensemble aujourd'hui. Je vais du côté de l'IA, partenaire de recherche. Alors oui, j'aimerais vous citer exactement pour le moment Yann LeCun, qui était directeur de la recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle du groupe Meta, qui annonce à juste titre, de façon pragmatique, que d'ici 5 ans,
plus personne n'utilisera un modèle tel que le ChatGPT. Questionnable, ça aussi. Alors, il projette que les nouveaux générateurs mixtes de langage vont se déployer dans les 5 prochaines années. Ce qui, en fait, le positionne comme un techno-enthousiaste, comme je vous disais tantôt dans les catégories. Voilà, je continue pour vous parler. Bon, je pense que je vais passer les rejets des mesures punitives. On a abordé un peu ce sujet-là. Je vais tout de suite à l'incontrôlabilité à assumer des chatbots évolués. Ils sont aussi évalués, mais là, je voulais dire évoluer. Alors, nous ne récusons nullement la pertinence de ce champ d'investigation, mais nous redoutons que le modèle actuel de la recherche subventionnée et les niveaux de compétition qu'elle engendre ne soient précisément des vecteurs qui induisent maintes dérives éthiques observées. Nous remarquons aussi, comme le souligne l'UNESCO 2023, dans le dernier rapport, que les risques de plagiat et de tricherie ont été soulevés dès l'arrivée du ChatGPT et qu'en outre, il a rapidement été constaté que les logiciels de détection de plagiat étaient inefficaces pour déceler l'utilisation. Alors, on l'entendait ce matin encore une fois, mais du côté de l'UQAM, il y a eu d'autres travaux qui se sont faits. Ils ont lancé les premiers jalons de discussion il y a déjà plusieurs mois. Alors, d'où je vais vous entretenir sur les mesures de contrôle évaluatif à court terme, ce que je catégorise comme une catégorie à portée contestable. Alors, nous croyons que l'IA va avoir tendance à devenir intelligente et à déjouer les tentatives de repérage à des fins de création assistée. Puis nous renvoyons à l'infographie de l'UQAM en 2 tableaux. Donc, le premier dont je veux traiter, c'est qu'ils ont déjà nommé à court terme un premier groupe de 6 stratégies qui pourraient être appliquées avec la facilité et ne pas nécessairement de l'adaptation des modifications. Moi, ce que je veux dire dans ces points-là, c'est que je vais agir à chacun des points sans les lire. D'accord? Je vous laisse lire les points en tant que tels. Donc, point 1, pour insister sur l'importance de l'intégrité académique. Ma réaction, c'est plutôt que la mesure volontaire autorégulée n'a pas fait ses preuves à ce stade. Pour le deuxième, quand on parle déjà de demander aux personnes étudiantes de citer systématiquement leurs sources, mesure de contrôle de l'existence méthodologique des sources et non de leur provenance. Alors, poussons la réflexion en ce sens. Évidemment, les premières réflexions, là, je suis rendue au numéro 3, c'est certain que l'équipe l'UQAM qui l'a réfléchi, on est derrière eux pour continuer la réflexion. C'est en ce sens-là que je commente aujourd'hui. Donc, le troisième, je vous dirais que pour demander aux étudiants de soutenir leur réponse avec des exemples concrets, eh bien là, je dirais mesure de contrôle assujettie à l'évolution de non-détectabilité des chatbots. Qui sera le réel auteur? Grande question. J'aimerais vous entendre sur ça également tantôt. Je continue avec le 4e élément qui était d'ajouter à la production écrite un volet de présentation aux synthèses sous un format différent de texte. On parle souvent de cartes conceptuelles, on en parle vraiment très souvent, ou des narrations explicatives. Alors, pour celui-là, les schémas ou les cartes conceptuelles foisonnent sur le web. La narration explicative sera linguistiquement productible par les nouveaux chatbots. Alors, les vidéos pourront être produites à partir de scénarios créés par un chatbot évolué. Le 5e, pour mentionner la possibilité d'utilisation aléatoire des systèmes anti-plagiat, je vous dirais qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'IA, le plagiat deviendra indétectable. Elle va se développer en ce sens. Je le crois. Je crois qu'on s'en va dans cette direction-là avec toute l'évolution qu'on y a entendue également ce matin. Le dernier point, le point 6, au niveau des contextes d'évaluation. Alors, ce n'est pas seulement le contexte des évaluations qu'il faut repenser, mais leur fondement. Et ce n'est pas peu dire. Alors, ça c'est vraiment ma proposition. Je continue maintenant dans l'amorce des changements de paradigme. Je vous dirais que malgré l'affichage, je vais compléter, si tu permets, Cynthia, je vais le compléter de ce qui est là devant toi. Alors, ces 4 recommandations portant sur une stratification rehaussée des compétences à acquérir, puis à démontrer dans le traitement analytique et réflexif de l'information, potentiellement fournie par un chatbot, s'accompagne d'une contextualisation concrète, laquelle est plus difficile à opérer sans recours au web. Alors, c'est un proche parent de l'étude de cas, sans recours à l'Internet. Alors, je vais maintenant dans un autre exercice de réflexion qui a été posé. Maintenant, je vais l'appeler en ce cas-ci le rehaussement des fonctions cognitives. Parce qu'on se disait à l'UQAM, du côté de l'UQAM, que c'était à moyen terme. Alors, des stratégies pouvant être planifiées et développées. Alors, on y va avec le point 7 qui dit
concevoir des évaluations qui nécessitent une réflexion personnelle ou une analyse critique. Mais en ce sens, je vous dirais, valider chez l'apprenant, sans accès aux outils à l'IA ni au web, les habiletés de haut niveau, le problème de la part des preuves concrètes, sans Internet, demeure néanmoins présent. Maintenant, je continue pour le numéro 8, celui qui parle de la démarche, de l'apprentissage et de l'évolution de ses performances dans le temps. Celui-là, je vous dirais que l'évolution des performances reprend à la fois l'idée de l'évaluation formative longitudinale, servant à nourrir le cheminement optimal d'apprentissage de l'apprenant et le contrôle permettant d'objectiver sa constance et sa progression des acquis. C'est une opération de diagnostic qui peut cibler les plus hauts niveaux de la pensée complexe dans l'analyse réflexive. Vous me voyez venir déjà, hein? Je m'en viens vers un modèle. Alors, au numéro 9, on parlait de pédagogie active ou de démarche d'apprentissage ou d'apprentissage par projet, en ce sens-là. Et je le commente en disant que la recommandation 9 traite de la diversification pédagogique, déjà exploitée par maints formateurs universitaires. Nous y mettons un bémol, car certaines formes de pédagogie active ne comportent pas toujours de référentiels méthodologiques structurés et stratifiés. Stratifiés à inclure impérativement. Et les traces de la démarche d'apprentissage peuvent alors être décousues ou stationnaires. Je pousse mon avis, mais j'ai hâte. J'ai tellement hâte de vous entendre. Alors, le dernier, pour le numéro 10, on parlait des outils. Pour ce qui est de ce point-là, je vous dirais que la recommandation 10, quoiqu'applicable, requiert un enseignement explicite de l'utilisation des chatbots et un contrôle direct continu, ce sans quoi les dérives du plagiat se produisent. La littérature numérique ne doit pas limiter les acquis disciplinaires. Ouf, que de choses à dire. Je continue. Je regarde maintenant 24. OK. Le résultat, pas résultat, mais notre réseau neuronal. À ce stade de notre exposé, nous signalons qu'à partir des données recueillies, nous avons bâti une hypothèse. Et c'est celle-là qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Alors, certes, elle est faillible et contestable, mais qui commande un changement de paradigme dans le couplage de l'IA à l'enseignement universitaire en contexte de prolifération des générateurs de texte de plus en plus aptes à produire en tout ou en partie, sans que cela ne demeure des syllabes, des essais, des mémoires, des thèses et autres. Alors, beaucoup, même les références, on en parlait. Alors, nous croyons que la chasse au plagiat et l'autorégulation de l'intégrité académique ne permettront pas d'assurer que l'apprenant est celui qui apprendra. L'apprenant sera-t-il celui qui apprendra? Alors, conséquemment, nous croyons que les paradigmes suivants doivent être mis en place à court terme. Alors, j'en ai pointé 6. D'abord, la construction d'un réseau neuronal axé sur l'apprentissage de la pensée systémique complexe et réflexive doit guider, selon moi, le cheminement des apprenants universitaires dès le premier cycle et au niveau supérieur. La deuxième cible que je tiens à mentionner, c'est les évaluations formatives et sommatives doivent être, à mon avis, construites pour correspondre à la stratification du développement de la pensée systémique complexe et réflexive. La troisième, ces évaluations doivent être longitudinales et s'inspirer d'une pédagogie de l'étude de cas et de la résolution de problèmes. Rendu au quatrième, je me dis que le cheminement d'apprentissage et des apprenants doit les modéliser au processus des évaluations formatives et sommatives. Le recours documentaire à l'Internet doit être contingenté lorsque la mesure opérée vise un diagnostic sur le niveau des compétences à développer ou des compétences qui sont développées. Et le sixième, la littératie numérique doit être enseignée tout au long du postsecondaire. Voilà ma position. Je passe certains éléments pour vous amener le plus vite possible vers un modèle construit, un modèle que j'ai créé à force de réfléchir sur qu'est-ce qui nous arrive en ce moment. On est tous concernés. Donc maintenant, la taxonomie de Solow et les futurs niveaux supérieurs de la littératie de l'IA. Alors ici, dans la stratification des compétences cognitives, nous nous référons à l'approche de Biggs et Ecolis de 1982, mieux connue à titre de taxonomie de Solow. Et j'éviterai de prononcer, je fais l'effort, je vais le dire, mais que j'ai de la difficulté et je ris un peu parce qu'il y a un traducteur de l'anglais ici aujourd'hui. Alors, quand on parle de Solow, on parle de Structure of Observed Learning Outcomes. Ouf, quel exercice! Et qui constitue un référentiel toujours utile
pour saisir l'étagement de ses compétences selon une hiérarchisation des résultats observés sur l'apprentissage. Ça, c'est mon point de départ. Alors ici, je vous présente un modèle construit que j'intitule « Taxonomie combinée des fonctions cognitives de l'humain et de l'IA ». Nous la modélisons ici couplée au niveau de littératie, parce que l'acquisition de l'IA de ses propres compétences suit ce schéma de préstructurel vers l'abstrait étendu, qui correspond également à une approche pédagogique systémique et réflexive. Je vais plutôt demander à Cynthia de montrer la prochaine diapositive pendant que je vais nommer les éléments. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est le modèle que j'ai, en fait, vous avez compris que j'ai fusionné et j'ai tenté de combiner les deux en me disant que l'humain est éduqué aux littératies et il progresse des niveaux du palier 0,1 au palier maximal, le 5. L'humain et l'IA font l'apprentissage des fonctions cognitives, les niveaux 4 et 5 des fonctions cognitives étant ceux des fonctions cognitives supérieures qui sont requises pour parcourir l'enseignement supérieur et y opérer, pour intervenir au supérieur. Le troisième élément que je souhaite préciser, c'est que les humains se distribuent entre les niveaux 0,1 jusqu'à 5 de littératie et conséquemment entre les paliers 1 à 5 des fonctions cognitives du modèle de Solow. Donc, tous les deux avaient 5 niveaux. Donc, si on peut faire le lien entre les deux, je pense qu'on pourrait être gagnant. À l'heure actuelle, l'IA, via ses technologies et logiciels, se situe au niveau 4 de littératie et au palier 4 de Solow, en route vers le palier 5. Et à mon avis, l'humain doit développer ses fonctions cognitives au même niveau et palier supérieur 4 et 5 que l'IA. Il faut donc changer les paradigmes de l'enseignement, apprentissage et évaluation pour qu'il y parvienne. Voilà, alors je le présente visuellement en ayant combiné les deux que j'ai nommés précédemment. J'ai tenté de les fusionner par la description des niveaux et également la description des niveaux cognitifs de littératie. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble tantôt sur ça, qu'on puisse vous entendre pour la possibilité de voir les niveaux. Oh, Cynthia me fait signe que je dois accélérer. Je présente également rapido, ça a une incidence sur la taxonomie de Solow et des niveaux littératie sur l'enseignement-apprentissage et sur l'évaluation. Donc, je vais montrer le prochain schéma qui est plus loin, celui-là, qui est juste à titre pour discuter. Je me disais que ça pouvait faire le schéma d'enseignement, apprentissage, évaluation systémique en situation d'apprentissage qui pourrait être en étude de cas ou en résolution de problèmes complexes. Ce ne sont que des propositions à réfléchir. Je continue et... Ah, Seigneur, si vous saviez... Non, je ne présente pas tout. Au niveau du virage, je dirais, paradigmatique de l'enseignement, apprentissage, évaluation, j'ai noté 25 éléments. On ne passe pas à travers aujourd'hui, non. Mais quand même, j'ai très hâte que vous puissiez vous procurer le document. Alors, j'en ai une trentaine aujourd'hui et il sera déposé en ligne pour les gens qui sont sur Zoom présentement. Le document sera remis dans le clavardage, n'est-ce pas, M. Jonathan? On peut remettre dans le clavardage aujourd'hui à la fin de la rencontre. Donc, vous aurez tout sous la main. 25 éléments qui nous permettent, selon moi, de prendre le virage. Donc, je passe. Il y a trop de choses à dire. Vraiment trop de choses à dire. Je vais aller plus vers les conclusions parce que je veux vraiment vous céder la place pour qu'on puisse en discuter. Que vous ayez, vous aussi, le privilège de pouvoir vous exprimer. Donc, je vais aller... Regard pédago-numérique, je pense que je vais aller plus loin. Je m'excuse, hein, je tiens à... Vous aurez l'occasion de tout lire ça. Je vais vraiment aller à la conclusion, si tu permets. Oui. Je préfère qu'on prenne des questions, qu'on en parle, que de vous lire ce qui est là. Puis ça, vous l'aurez de toute manière. Donc, je veux quand même dire que je vais vraiment dans la conclusion. C'est triste, hein? Bon, alors, en conclusion, en plus des 25 recommandations détaillées, là, comme je vous disais tantôt, ce qui a trait au virage paradigmatique de l'enseignement, apprentissage et évaluation, qui implique l'IA, 6 éléments doivent être, à mon avis, envisagés comme des suivis à court terme. J'ai vraiment dit à court terme, et des points à retenir en ce qui concerne l'avenir du tandem intelligence humaine et artificielle. Donc, les 6 points que je tenais à faire la boucle là, quand même, c'était donc les nouveaux apprentissages de la complexité de la systémique pour accompagner l'IA dans son évolution.
Également, les nouvelles normes pédagodidactiques de l'enseignement-apprentissage et évaluation. Le point 3, le socio-constructivisme et la co-création et la co-élaboration en recherche-action. Vous voyez que ça revient à ensemble, faisons-le ensemble. Le point 4, les nouveaux paramètres des évaluations diagnostiques formatives et sommatives. Une remise en question du droit d'auteur, du copyright et copyleft dans le cadre de la propriété intellectuelle des hauts savoirs. Je crois qu'elle est encore questionnable. Toute cette question-là, on devra s'y pencher très rapidement. Et le dernier point que j'ai nommé, c'était la propriété collective des hauts savoirs au nom de l'humanité et de la préservation de l'espèce. Eh oui. Non. Alors voilà, pour terminer, je vais vous dire pourquoi vous avez devant vous l'offre d'une marguerite. Je fais une analogie. Alors, je vous lis ceci. À l'aube de ce premier élan que j'espère vous avoir inspiré par un certain modèle et quelques discussions que nous aurons tantôt, dans notre quête commune d'une arche de paix qui nous unisse à l'intelligence artificielle, laissez-moi toutes et tous vous décliner à nouveau mes remerciements. Remerciements de prendre le temps. Quelqu'un l'a mentionné ce matin dans termes de questions. Prenons le temps. Important. À vous, personnes engagées aujourd'hui et demain dans la quête du meilleur devenir de l'humanité. Si vous êtes là aujourd'hui, il y a une parcelle de vous qui pense qu'on doit s'y pencher sérieusement. Puisse cette journée de réflexion du 15 mai 2023 parsemer notre route commune des plus florissantes réussites dans notre alliance avec l'intelligence artificielle. Et puisque dans cette communion de force ou de raison, de doute et de passion avec l'IA, c'est de l'amour de l'humanité qu'il sera ultimement question. J'ai choisi de vous offrir une marguerite pour que nous effeuillions ensemble nos pas dans cette union qui nous fera grandir ou nous anéantira. Alors, comme un nouveau serment, vous vous rappelez quand on prend la marguerite et qu'on prend le pétale? Alors, je vous redis comme un nouveau serment, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et voilà, c'est le mot de la fin. Alors, merci tout le monde. Je souhaite qu'on passe plutôt aux questions, aux échanges et que vous puissiez commenter le modèle que je lance en guise de réflexion. Est-ce qu'on peut combiner des niveaux? Est-ce qu'on peut aller vers tout ce que j'ai nommé tantôt? J'ai hâte de vous entendre, mais également les gens en ligne, à la maison, au bureau, les gens qui sont en salle, que ce soit des réactions, pas nécessairement des questions. Moi, je vous souhaite que vous soyez entendus. Nous sommes enregistrés aujourd'hui. Le ministère veut vous écouter. Le ministre Derry nous l'a dit ce matin. Elle est là pour l'écoute. Alors, le partage est le bienvenu. Questions, commentaires. Je vais maintenant céder la parole à Cynthia qui continue de nous donner les consignes pour la suite. Merci tout le monde de votre écoute.